Bonjour, ravi de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler du droit de préférence du locataire avec Marianne Lefloc, notaire chez Chevreux. On évoquera également l'avocat mandataire sportif avec Anne-Sophie Lépinard, membre du CNB. Et enfin, Jérôme Déroulé viendra nous parler du règlement sur l'intelligence artificielle. Voilà pour les titres, on commence tout de suite ce Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler exclusion du champ des locaux à usage industriel du droit de préférence du locataire avec Marie-Anne Lefloc, notaire chez Chevreux. Marie-Anne, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un droit de préférence du locataire? Oui, bien sûr, le droit de préférence du locataire, c'est un droit de priorité, c'est-à-dire d'acheter en priorité le local qu'il exploite. Alors, c'est un droit qui est assez répandu, enfin un mécanisme qui est assez répandu en matière de baux. On le connaît pour les baux ruraux, on le connaît pour les baux d'habitation. Et là, il a été introduit en matière commerciale par la loi Pinel, et c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le droit de préférence Pinel. Alors, son champ d'application, je vais aller vraiment très rapidement. Il faut deux conditions. La première, c'est que le bail doit être un bail soumis au statut des baux commerciaux. Et la deuxième, c'est que le local objet du bail doit être à usage commercial ou artisanal. Et alors, comment ça fonctionne? Bien, tout simplement, lorsque le propriétaire décide de mettre en vente le bien, il doit, c'est une obligation, le proposer en priorité à son locataire qui a la possibilité, donc c'est une offre, tout simplement, avec un prix, et le locataire a la possibilité soit d'accepter, et dans ce cas-là, il achète le bien, il a 2 mois ou 4 mois pour payer le prix et signer l'acte de vente, ou bien il refuse, et alors ça n'est pas un congé pour vente, c'est vraiment la différence, c'est simplement une offre de vente, donc le locataire peut rester dans les lieux, et il a simplement un nouveau bailleur. Une petite précision, c'est un droit d'ordre public, ça c'est Ça très veut dire important. quoi? Alors le droit d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper. Les parties ne peuvent pas y renoncer et surtout, et ça c'est très important pour la sécurité juridique des transactions immobilières, si un propriétaire met en vente le local sans au préalable le proposer à son locataire, il encourt la nullité de la vente, donc ce qui est quand même très grave en matière de transactions immobilières. Une décision du 29 juin 2023 exclut du champ d'application du droit de préférence que vous venez de définir les locaux à usage industriel. Expliquez-nous. Oui, alors tout à fait. Effectivement, le 29 juin 2023, la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur cette question des locaux à usage industriel. La Cour de cassation, il faut savoir quand même un petit retour en arrière, lors du projet de loi initial de la loi Pinel, la loi n'excluait pas les locaux à usage industriel. Donc ça s'appliquait pour tout. Et c'est lors des débats parlementaires que nous avons eu un amendement qui a été discuté et qui a introduit finalement cette exception, en tout cas en précisant que ce droit n'est applicable qu'aux locaux à usage artisanal ou commercial. Pourquoi cette exclusion? Alors, le texte ne le dit pas. C'est d'ailleurs assez troublant, effectivement. Il y a juste cette exclusion, mais pas d'explication, ce qui a ennuyé d'ailleurs la Cour de cassation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation, justement, ici, donc pour la première fois, elle va se prononcer sur la définition des locaux à caractère industriel. En quoi c'est intéressant? Eh bien, c'est intéressant parce que, comme je vous disais, c'est un droit d'ordre public. Donc, il faut à tout prix savoir quand on doit l'appliquer ou ne pas l'appliquer, ce qui suppose, si on dit que les locaux à usage industriel ne sont pas dans le champ d'application du droit de préférence, encore faut-il savoir de quoi on parle. Et donc la Cour de cassation va ici définir, alors elle est un peu embêtée parce que la Cour de cassation, elle cherche d'abord dans le texte ne définit pas les locaux à usage industriel, elle va chercher dans les débats parlementaires, vous m'avez interrogé, les débats Elle n'a parlementaires, pas trouvé. voilà, Ils n'a pas sont trouvé, muets. ils sont muets exactement, et donc finalement la Cour de cassation, dans sa propre jurisprudence, elle n'a pas non plus trouvé de moment où elle a pu évoquer cette définition, et donc la Cour de cassation va euh, se tourner vers le Conseil d'État, qui lui a déjà en matière fiscale donné une définition des locaux à usage industriel, et elle va finalement considérer que bien les critères sont à peu près les mêmes, ou en tout cas c'est assez pertinent au regard de la question du droit de préférence Pinel, et elle va adopter cette définition
qui tient en deux éléments pour le Conseil d'État. Le premier, c'est que l'activité doit contribuer directement à la fabrication ou à la transformation d'éléments, de biens matériels. Et le deuxième, c'est que les procédés utilisés pour la fabrication doivent être de manière prépondérante techniques. Et donc, c'est pour écarter le caractère artisanal. Donc, la Cour de cassation va dire, finalement, dans cette espèce-là où on avait une entreprise qui fabriquait des agglomérés, eh bien, la notion de fabrication était prépondérante et elle va approuver les juges du fond de la cour d'appel qui avaient considéré que cette fabrication était prépondérante au regard de deux éléments qui étaient les mentions au RCS du locataire et puis le deuxième, alors il y avait les mentions au RCS et oui, la destination du bail, pardon, la clause de destination qui était dans le bail. Et donc deux éléments très objectifs que les juges du fond avait approuvé, et donc la Cour de cassation valide ce raisonnement et cette définition par la même occasion. Quelles sont les conséquences, la portée de cette décision concrètement? Alors, on peut tirer deux enseignements, enfin on pourrait en tirer plus, mais là je resterai avec vous un peu plus longtemps. Donc deux enseignements que l'on peut tirer. Le premier, c'est finalement sur les indices qui vont pouvoir être mis à la disposition des praticiens, parce que c'est bien joli d'avoir une définition donnée par la Cour de cassation, mais après, quand on se retrouve soit à rédiger un bail, soit en tant que notaire à se demander si on doit purger ou pas le droit de préférence Pinel, c'est important d'avoir des indices très objectifs. En l'occurrence, la Cour de cassation valide le fait que les mentions au RCS et la clause de destination du bail sont des éléments qui permettent de déterminer l'usage. Et donc ça, c'est un élément assez précieux, puisque la loi, elle ne donne pas d'indice. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer, c'est finalement il y a un autre critère qui est utilisé, qui est celui du principal et de l'accessoire. Dans cette affaire, le locataire, donc, qui était une société de fabrication d'agglomérés, invoquait le fait qu'il avait une activité de négoce également. Et donc, ce faisant, il disait, moi, je ne fais pas que de la fabrication, je fais aussi de la vente, et donc mon activité est aussi commerciale. Donc, je revendique le droit de préférence Pinel. Et là, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, disent, pas du tout. Votre activité de négoce, elle ne représente que 30% de votre chiffre d'affaires, c'est donc accessoire par rapport à la fabrication, donc on considère que votre activité est de manière prépondérante industrielle, et donc on évacue la question du négoce. Donc c'est un critère extrêmement important. Extrêmement puissant, qui est un critère assez classique en droit. Mais là, ça va nous permettre aussi à nous, praticiens, au-delà de la question des locaux industriels, je vous donne un exemple, par exemple, des locaux d'entrepôt. Aujourd'hui, on sait qu'avec les nouvelles techniques du commerce, on peut avoir un local d'entrepôt, mais dans lequel la clientèle vient aussi chercher, avec un système de drive, ses marchandises. Donc, sur les activités mixtes comme ça, on peut avoir un petit souci de qualification Bien aussi de sûr. l'activité. Et ce critère du principal et de l'accessoire est vraiment très précieux, parce on peut se dire, en fonction du chiffre d'affaires ou des surfaces affectées au drive, finalement, si c'est moins important que l'entreposage, on va considérer que c'est accessoire, ou à l'inverse, que c'est principal, et pouvoir basculer d'une qualification à l'autre. Donc c'est vraiment, en fait, cet arrêt-là, il n'a rien de révolutionnaire a priori, parce qu'on savait déjà que les locaux industriels étaient écartés, mais en ce qu'il définit les locaux industriels et en ce qu'il donne des clés d'application du texte Pinel, il est vraiment très précieux pour nous autres praticiens. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, qu'il rend plus clair les choses? Exactement. Et ce qui est fort, qui est une grande chance pour nous les praticiens aussi, parce que depuis son entrée en vigueur, la loi Pinel a été sujet à beaucoup d'incertitudes, compte tenu du fait est en jeu la nullité d'un acte de vente, donc c'est fort effectivement. Et à chaque fois que l'on a des décisions de jurisprudence, on y est extrêmement attentif, parce que petit à petit, les zones d'ombre, j'ai envie de dire, s'éclaircissent. On va conclure là-dessus. Merci pour votre éclairage. On poursuit ce Lex Inside pour parler de l'avocat mandataire sportif avec mon invitée Anne-Sophie Lépinard, membre du CNB et rapporteur du Vadémécum sur l'avocat mandataire sportif, élaboré par le Conseil national des barreaux. Anne-Sophie Lépinard, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouriez, je vous remercie pour votre invitation. Alors on va commencer tout de suite en
précisant en quoi l'activité d'avocat est incompatible avec une activité commerciale. Alors, à titre liminaire, je vais rappeler que traditionnellement, on distingue les activités civiles et les activités commerciales. L'avocat est une profession, la profession d'avocat est une profession réglementée. L'avocat est soumis à une déontologie. Il prête serment d'exercer ses missions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Et il est soumis à un certain nombre de principes essentiels, comme le principe de désintéressement, la délicatesse, la modération ou encore la courtoisie. Par principe, l'avocat ne peut pas exercer une autre profession et il ne peut pas non plus exercer une activité commerciale, que ce soit de façon directe ou par personne interposée. Ces interdictions visent à préserver son indépendance et l'interdiction de l'activité commerciale vise aussi à atteindre le respect de ce principe de désintéressement. Pour autant, il est possible, à titre un peu dérogatoire, pour l'avocat d'exercer une activité commerciale à titre accessoire pour des biens ou des services connexes à la profession d'avocat et qui seraient destinés soit à ses clients, soit à des membres de la profession. Pour autant, les missions particulières de l'avocat ne sont pas des activités commerciales. Et pour revenir au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire l'avocat mandataire sportif n'est pas un courtier, puisqu'il y a cette fameuse interdiction des activités commerciales, et il n'exerce pas une activité commerciale dérogatoire. Alors, en quoi l'activité d'avocat mandataire sportif est-elle spécifique ? Alors, le statut d'avocat mandataire sportif est une mission particulière de l'avocat. Particulière puisque, je l'indiquais à l'instant, ça n'est ni une autre profession que celle d'avocat, ni une activité commerciale. Spécifique aussi parce que cela relève de l'article 6.3 du règlement intérieur national qui donne une liste non exhaustive, mais une liste des missions particulières de l'avocat. Ces missions ont toutes un caractère civil. Elles ont été construites sur la base d'une opposition par rapport à une autre profession pour pouvoir clarifier un statut. Là, ici, pour l'avocat mandataire sportif, en l'espèce, on est sur une clarification en opposition au statut d'agent sportif, puisque ce sont deux professions distinctes. Il s'agit, pour l'avocat mandataire sportif, d'intervenir en tant qu'avocat dans ses missions inhérentes à la profession d'avocat, mais en préservant un statut particulier dans le monde du sport. Statut particulier parce que l'avocat va pouvoir intervenir dans le monde du sport sans être titulaire d'une licence d'agent sportif, sans être non plus soumis à la discipline des fédérations sportives. Il reste donc soumis à sa réglementation propre, à sa discipline propre, mais à un statut autonome et particulier dans le monde du sport, tout en ayant quand même à respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du sport. Alors, vous venez de rappeler à l'instant la mission particulière de l'avocat mandataire sportif. En quoi il est différent de l'agent sportif que vous avez mentionné? Quelles sont les distinctions clés entre l'avocat mandataire sportif et l'agent sportif? Alors, il n'y a pas de définition précise de l'avocat mandataire sportif et de l'agent sportif. Donc la frontière peut parfois peut-être apparaître un peu ténue. C'était aussi l'objectif du vade-mecum qui a été édité par le Conseil national des barreaux. Il s'agissait d'offrir un guide pour les avocats intervenant dans ce domaine, mais aussi de permettre à tout un chacun de connaître ce statut particulier. Donc si on essaye de déterminer quelques grandes clés de distinction entre les deux statuts, les deux professions. Tout d'abord, le fait que l'avocat est soumis à sa déontologie, alors que l'agent sportif, lui, est soumis à un régime de licence. Donc, on est bien sur deux professions avec des réglementations différentes, mais aussi, autre différence, on est vraiment sur des différences de nature d'intervention. C'est-à-dire, première grande différence, on a un avocat qui se voit interdit d'exercer du courtage ou de l'entremise, alors que le cœur d'activité de l'agent sportif est justement de mettre en relation un sportif et un club potentiel dans le cadre d'un mandat de recherche. Ça, c'est la première grande distinction assez facile à faire. Ensuite, l'autre distinction, là encore, que l'on peut considérer facile à faire, c'est le rôle
particulier en tant que tel de l'avocat, c'est-à-dire que l'avocat mandataire sportif a une mission à caractère juridique, alors que l'agent sportif, lui, ne peut pas dispenser de consultation juridique, ne peut pas exercer une mission juridique, y compris à titre accessoire. Du coup, si on synthétise un petit peu l'intervention de l'avocat va dispenser des consultations juridiques, conseiller dans la rédaction des contrats, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il va avoir une vision globale, il va pouvoir donner des conseils sur les impacts de telle ou telle clause, pas uniquement dans le monde du sport, mais aussi l'impact que cela pourrait avoir dans la vie privée du sportif, par exemple. Donc c'est vraiment un accompagnement global, complet. L'avocat offre sa déontologie, la force de cette déontologie qui constitue du coup une protection pour le sportif. Je parle beaucoup de sportif, mais l'avocat mandataire sportif peut intervenir soit pour le sportif, soit pour le club, mais en tout cas l'un ou l'autre. Donc voilà un petit peu les grandes distinctions. Après, si on rentre un petit peu dans le détail, dans le monde du sport, l'avocat va être gage de sécurité juridique. Il va être soumis à l'interdiction du double mandatement, Ça c'est-à-dire veut que dire? il peut être mandaté uniquement par son client, ce qui n'est pas le cas de l'agent sportif. Et également, il va être rémunéré par son client et pas par une autre personne. Là encore, ça n'est pas le cas de l'agent sportif. Donc si je dois conclure un petit peu sur cette question, on voit qu'il y a quand même des différences et l'avocat mandataire sportif est incontournable dans le monde du sport. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de l'IA Act avec Jérôme Déroulé, avocat associé chez Omans Avocat. Jérôme Déroulé, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter l'IA Act? Oui, bien sûr. Alors écoutez, il s'agit d'un règlement particulièrement intéressant qui vient de faire l'objet d'une adoption formelle au niveau de l'Union européenne après des tractations particulièrement importantes, puisque c'est une proposition qui datait du mois d'avril 2021, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions politiques et techniques, puisqu'il s'agit du premier outil à l'échelle de toute l'Union européenne qui vient d'être adopté, qui s'inscrit dans un contexte international où finalement on s'interroge beaucoup sur la meilleure manière de réguler, faut-il réguler ou non. Il y avait eu des discussions très intéressantes au Royaume-Uni qui avaient donné lieu à la déclaration de Bletchley au mois de novembre dernier, justement sur la meilleure façon de faire ou pas. On voit bien qu'il y a des débats en Chine, aux États-Unis, et aujourd'hui on a ce règlement à l'échelle de l'Union européenne, et qui a vocation à s'appliquer une fois qu'il sera publié au journal officiel 2 ans après, dans sa globalité. Alors en plus, on est dans un contexte où les usages se multiplient, notamment suite à ChatGPT, qui a connu le succès dans le monde entier. Quelles sont les interdictions qui sont prévues dans ce règlement? Alors, il y a toute une série d'interdictions et c'est intéressant de voir qu'on a un règlement avec une approche qui est basée sur les risques. Et pour certains risques spécifiques, il y a des utilisations des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être bannis au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les mettre en œuvre, notamment par exemple au titre de la biométrie, alors avec un certain nombre de, je dirais, délimitations, au titre par exemple de tout ce qui pourrait être le scoring, c'est-à-dire on ne veut pas au sein de l'Union européenne d'un système à la chinoise, on ne veut pas non plus d'intelligence artificielle qui pourrait aboutir à exploiter certaines données sensibles, donc sur la base des données sensibles qu'on connaissait dans le RGPD, c'est-à-dire des données sensibles sur la vie sexuelle, l'appartenance raciale ou ethnique, sur une appartenance syndicale, etc. Donc ces différents systèmes d'intelligence artificielle font l'objet d'une interdiction pure et simple au sein de l'Union européenne, avec une interdiction qui devra entrer en vigueur dans les 6 mois. C'est-à-dire que là, on n'est pas, on n'attend pas, en tout cas, et on a un délai raccourci pour l'entrée en application de ces dispositions. Alors certains disent que ce règlement pourra avoir une portée identique à celle du RGPD. Quelles sont les affinités entre justement ce règlement sur l'IA et le RGPD et quelles conséquences? Alors, il est clair que ce règlement sur l'IA aura vraisemblablement une portée aussi importante que le RGPD a pu en avoir après son entrée en application. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'une des bases juridiques du règlement sur l'IA, c'est l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire une base juridique, en tout cas qui permet d'avoir une législation en matière de données personnelles. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Ensuite, on retrouve cette approche fondée sur les risques
qui structurait le RGPD avec, par exemple, dans certains cas, quand on a des systèmes d'IA qui sont susceptibles de présenter des risques élevés, l'obligation de mener une analyse d'impact, comme on la connaissait déjà, hein, donc avec un véritable mécanisme dédié à l'article 29 du règlement IA Act. On a aussi des enjeux en termes de documentation à travers un certain nombre de questions. Je pense par exemple sur le champ d'application. Quand est-ce que l'IA Act va s'appliquer? Et on retrouve bien, je dirais, des questions qui se sont posées par rapport au RGPD. Et par ailleurs, on a également un mécanisme de sanction qui est mis en œuvre, à l'image, là encore, des mécanismes de sanction déployés avec le RGPD. Donc on a vraiment des affinités qui sont fortes entre ces deux règlements. Évidemment, des enjeux forts liés au traitement de certaines données sensibles, ce qui veut dire que pour beaucoup d'opérateurs, en plus de la question de la conformité au RGPD, il va aussi falloir se poser la question de la conformité à l'IA Act. Alors, parlons maintenant des entreprises et des conséquences Mm. pour les entreprises. Comment peuvent-elles anticiper l'entrée en vigueur de ce règlement sur l'IA? Alors effectivement, pour les entreprises, il y a beaucoup de questions à se poser aujourd'hui. D'abord, se situer justement par rapport à ces différentes, par rapport à cette approche fondée sur le risque. C'est-à-dire, est-ce que finalement je développe un outil d'IA qui pourrait être interdit ou en tout cas poser difficulté? Est-ce qu'au contraire, on est sur une IA à impact élevé? Donc dans ces cas-là, il y a un set d'obligations à mettre en œuvre, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une IA qui présente des risques limités? Il y a aussi dans le règlement un certain nombre d'obligations, de documentation, des obligations générales à mettre en place pour permettre justement une certaine forme de transparence, hein, transparence, pardon. Le but du règlement, c'est vraiment de créer plus de confiance, hein, c'est dit à l'article 1 de l'IA Act. Et donc, il faut assurer cette transparence, cette accessibilité avec toutes les obligations en termes de risk management, de management de la qualité, etc. Donc, beaucoup d'obligations. Et là encore, qui vont se déployer dans le temps, puisque comme je le disais, il y a certaines obligations justement en termes d'interdiction qui, elles, vont rentrer en vigueur beaucoup plus rapidement. Les obligations au titre des obligations générales pour les IA à risque, elles, vont rentrer en vigueur 1 an après et le règlement rentrera effectivement en application au bout de 2 ans. Ce qui veut dire pendant toute cette période de transition, justement, la question à se poser, c'est où suis-je? Comment est-ce que je rentre dans les cases ou non? Et quelles sont les obligations qui s'imposent à moi? On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup pour cette invitation. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.